Ok. Vidéo spéciale années 90. Clap. Bienvenue à tous sur la chaîne de Gazbro. Aujourd'hui, vidéo spéciale années 90, les années qui ont marqué ma jeunesse et peut-être la vôtre aussi. Donc la vidéo sera composée de 4 parties. À chacune de ces parties, j'aurai sélectionné 3 objets ou véhicules. Allez, on commence maintenant. Donc pour la première partie de la vidéo, on va parler de véhicules forcément, parce que sur ma chaîne principalement je traite de véhicules. En ce moment c'est un petit peu ma 10e passion. On va commencer tout de suite avec la Volkswagen Corrado. Fabriquée de 1988 à 1995, on retirera de la Corrado 2 finitions et motorisations particulières, donc la G60 et la VR6. La G60 qui développait d'origine 160 chevaux et la VR6 2,9 litres quant à elle poussait à 190 chevaux. Donc aujourd'hui ces chiffres ils sont un peu dérisoires hein, parce que c'est un petit peu la norme. Je peux vous assurer que pour l'époque c'était des fusées et même encore aujourd'hui ces véhicules là, oulala. Second véhicule que j'ai sélectionné, on reste en Allemagne avec la BMW série 3 E36 fabriquée tout début des années 90 jusqu'à tout début des années 2000. Donc forcément la M3 E36 avec son 6 cylindres en ligne, moteur atmosphérique capable quant à lui d'atteindre 321 chevaux sort du lot. Et dernier véhicule, un véhicule français, la Renault Clio Williams. Fabriquée de 1991 à 1998 et développait 150 chevaux. On reste dans les véhicules, mais on va parler de 2 roues. Donc vous voyez derrière moi, vous avez 2 exemples parfaits des mobylettes de cette décennie. On a 203 Vogue, moteur monocylindre de 49,1 cm3. Vous voyez, celle de gauche, elle est équipée d'un variateur et celle de droite, non. Modèle avec variateur, elles avaient un peu plus la niaque quand même. Celle-ci, je l'ai restaurée il y a quelques temps. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est au tout début. Ça fait partie de mes premières vidéos. Ça vous intéresse de savoir dans quel état elle était et ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Allez jeter un œil. Et alors là, on parle d'un 2 roues qui aujourd'hui encore est mythique, le MBK Booster. Fabriqué de 1995 à 2004. Moteur de 49,9 cm3, équipé d'un variateur. Mais le MBK Booster, aujourd'hui encore, ça devient un 2 roues qui est recherché. C'est comme le mobylette, il y a un marché, ça explose. De toute façon, tout ce qui est ancien aujourd'hui, ça explose. On passe à la deuxième partie. Pour cette deuxième partie, on va parler image et son. Premier objet dont je voudrais parler, il s'agit du Walkman. Il y en a eu toutes les tailles et toutes les formes, toutes les qualités sonores aussi. Voilà, il y a eu énormément de marques qui se sont lancées dans le marché, mais le tout premier Walkman à avoir vu l'existence, c'était le Sony TPS L2 et il fut fabriqué en 1979 par la firme japonaise Sony. Rapidement est arrivé le lecteur CD. J'ai pas l'année exacte du lancement du lecteur CD, mais c'est vrai que déjà fin des années 90, ça se démocratisait énormément. Et ce qui a achevé le lecteur CD et le Walkman, c'est l'arrivée du lecteur MP3 en 1998. Alors là, le lecteur MP3, ça a été la grande révolution. On avait un objet qui était vraiment très compact et dessus, on avait une capacité de stockage qui était énorme. On se limitait plus à une seule cassette ou un seul CD d'un seul artiste. Aujourd'hui, principalement, je pense que la plupart des personnes, comme moi, écoutent de la musique sur leur téléphone. Le téléphone, aujourd'hui, c'est un petit peu le truc à tout faire. Et comme je parlais de téléphone il y a 2 minutes, bah, on va en venir à la téléphonie. Donc c'est pareil, côté téléphonie, il y a une évolution ces 20 dernières années qui est phénoménale. Je me souviens avoir eu un téléphone mythique que je recherche d'ailleurs à racheter juste pour le plaisir. Il s'agit du Motorola StarTAC. Ce téléphone-là, c'était le tout premier téléphone portable à clapet et il est apparu en 1996. Autre téléphone mythique, on avait le Nokia 3310, réputé comme étant incassable. Et puis le fameux jeu Snake. Alors, on a tous passé du temps sur ce jeu tout bidon. Donc le 3310, il est sorti au tout début des années 2000. Et accrochez-vous bien, il a été écoulé à plus de 126 millions d'exemplaires. Je sais pas si vous vous rendez compte. À mon époque aussi, quand on parlait image et son, forcément la télé existait déjà les gars. Puis c'était la télé couleur, ouais, on n'a pas 400 ans non plus. Les bonnes vieilles télé à tube cathodique. Alors ça, c'était une merveille le tube cathodique. Cette télé-là, ça devait peser dans les 20 kilos, ça prenait une place de ouf. Des fois, l'image, elle sautait, machin. La solution pour rétablir tout ça, c'était de donner un grand coup dessus. Et puis là, comme par magie, l'image, elle apparaissait. On a tous eu aussi forcément un magnétoscope, les lecteurs VHS. Je suis sûr que vous vous souvenez tous de ça. Les cassettes VHS à bande, là. Moi, d'ailleurs, il y a certaines cassettes, je les ai tellement saignées qu'à la fin, il y a tout qui sautait. Et t'avais beau taper dessus, ça fonctionnait toujours pas. Hein. Assez rapidement, fin des années 90, donc plus exactement en 1997, est sorti le tout premier écran plat.
C'est un écran plasma de chez Philips. Il fallait avoir de l'argent hein, pour avoir un écran plat parce que à sa sortie, cet écran-là, il coûtait 120 000 francs. Que je vous laisserai faire le calcul vous-même parce que moi, j'ai la grosse flemme. Il fait froid dans le garage, j'ai le cerveau gelé, trop compliqué. Mais rendez-vous compte, 120 000 francs, c'était énorme. Faut savoir qu'un bon salaire à cette époque-là, c'était 10 000 francs. Tu gagnais 10 000 francs par mois, t'étais blindax. Et alors là, attention, parce que révolution numérique, on peut pas forcément passer devant le début de l'Internet. C'est le 6 août 1991 que le World Wide Web, le WWW. Donc on peut vraiment dire qu'à partir du 6 août 1991, l'Internet a commencé à se démocratiser. Avant ça, il n'y avait pas. Après ça, il y a ce que vous connaissez aujourd'hui. De toute façon, dans les années 90, les gars, tout était différent. Ceux qui ont connu vont me comprendre. Ceux qui sont des 2000, ils comprendront pas. Malheureusement pour eux. Eh ouais, je suis un vieux con, les gars. Mais un jour aussi, là, toi, Jeunot qui me regarde, tu seras aussi un vieux con. Pour la troisième partie, on va parler film, musique, dessin animé. Donc premier film qui fait partie de mon top 5 de films, un film que j'ai vu et revu et re-revu, d'ailleurs je l'avais en VHS et je peux vous assurer que celle-là à la fin elle fonctionnait plus. Il s'agit du film Léon, interprété par l'excellentissime Jean Reno. Ce film-là c'est une pépite, si tu le connais pas, déjà quitte cette chaîne, t'es pas le bienvenu. Bon je te laisse une chance, t'as intérêt de le regarder. On va voir ce magnifique film Léon, sorti en 1994 et en plus de ça, produit par un Français, Monsieur Luc Besson, qui entre autres a également réalisé le film Le Cinquième Élément avec Bruce Willis et la magnifique Milla Jovovich. Lilou Dallas Multipass. C'est pareil, c'est un film, si tu l'as pas vu, me regarde pas, m'écoute pas, change de chaîne, va voir ailleurs. Mais bon, je te laisse encore une chance. Va regarder ce film, t'as intérêt, et tu m'en diras des nouvelles par commentaire si tu l'as jamais vu. Comme le film Léon d'ailleurs. Dans ce film Léon, tout est bien, même la musique d'Eric Serra. On a des titres de Monsieur Sting. Ce film il est sublime. Franchement, on va le voir. Dernier film que j'ai sélectionné, c'est une tuerie. C'est pareil, c'est du grand Mendes ce film-là. Par contre, ça part dans tous les sens. C'est Las Vegas Parano avec Johnny Depp et Benicio del Toro. Alors là, ce film, mon pote, c'est pareil. Si tu l'as pas vu, merde. Je me dis, si c'est pas possible, les gars, vous avez loupé un truc. Vous avez loupé le coche. Voilà. Coupe Netflix, coupe toutes ces plateformes de MERDE. Ou quasiment que tu as des films, voilà, c'est trop, enfin c'est pas assez, enfin voilà, coupe ça et va voir les films que je t'ai donnés. Là tu verras ce que c'est, un vrai film. Si t'as pas vu ça, tu peux pas, c'est pas possible. Maintenant côté musique, comment passer à côté de l'excellent album de Dr Dre 2001 et pourtant sorti en 1999. Allez comprendre quelque chose. The Next Episode, tout le monde connaît cette chanson, c'est pas possible autrement, sinon ça veut dire que t'es d'une autre planète. Même le mec qui aime pas le hip-hop, il connaît forcément un air, une chanson, un truc. Dedans entre autres, t'as forcément Snoop Dogg et t'as également et forcément Eminem. Du côté français, il s'agit de l'album d'IAM, L'école du micro d'argent, sorti en 1997. Akhenaton, Shuriken, toute la clique de chez IAM, franchement, avec le titre Petit Frère que forcément tout le monde connaît. Si toi qui es rappeur fais du rap caca, va écouter ça, remets-toi en question. Entraîne-toi, fais de la bonne musique ou arrête tout. Reprends tes études. En France, il y a du boulot, tu vois. On a besoin de mécaniciens, on a besoin de chaudronniers, on a besoin de tout ça, on a besoin de charcutiers bouchers, mais fais autre chose si c'est pour faire du rap de merde. Et comment ne pas parler de l'album de Monsieur Kurt Cobain, Nevermind. Album sorti en 1991 et je tiens aussi à citer l'album enregistré sur MTV à l'époque, Unplugged in New York. Je sais pas si les artistes d'aujourd'hui, je vais pas en citer, mais je sais pas si dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on se souviendra encore eux, je suis pas certain. On va parler séries maintenant. Donc en série de ma jeunesse qui moi m'ont marqué, il y a évidemment Code Lisa. Qui connaît pas Code Lisa, sorti en 1994? Cette femme robot avec les deux ados là qui étaient tout le temps en train de baver dessus. Il y a pas mal d'effets spéciaux. Bon, c'est des effets spéciaux de l'époque, mais franchement, ça déchire. Dans le même thème, série américaine, tu peux pas passer à côté de Parker Lewis. Mais non, tu peux pas passer à côté de Parker Lewis, mec. Donc ça a été mitigé, mais moi, j'ai que des bons souvenirs de cette série-là. Avec le Kubiak, là, tu lui donnais un poisson, il enfermait les mecs dans les casiers de son lycée. Franchement, tu t'étais plié en deux quand tu regardais ça, c'est pas possible, tu vois. Et donc, pour remettre tout le monde d'accord, même les gamins là qui ont 1 an, 2 ans, ils connaissent, parce que ça a été réadapté en dessin animé, c'est Mr Bean. Avec Rowan Atkinson. Bon, ça c'est pareil, c'est exceptionnel. Le mec dans sa petite voiture, là, qui fait des bruits tout le temps, il sait pas parler, il lui arrive que des misères, il fait que des conneries. C'est humour un peu british qu'on reconnaît à la Monty Python, tout ça, pour ceux qui connaissent. Hein, c'est encore plus vieux, mais bon. Et côté dessin animé, il y a quelque chose qui a bercé tous les gamins des années 90. N'importe quel gamin. Celui qui te dit non, moi je regardais pas. Prends une babouche, tu lui mets un coup de babouche. Parce que c'est pas possible. Évidemment, t'as deviné, c'est le Club Dorothée. Diffusé de septembre 1987 à août 1997. Ça aura duré quand même 10
bonnes années. Malheureusement, elle a subi dépression par la production de TF1, à côté d'associations Maman en colère. Est-ce qu'effectivement, ils diffusaient des dessins animés un petit peu violents pour l'époque? Ouais, mais aujourd'hui, ces dessins animés qui étaient un petit peu violents, c'est des comédies comparé à ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux et à la télé, etc. Tu vois. Mais bon, t'avais un gros lobbying, et puis elle s'est fait effacer tout doucement, et voilà, elle a été mise au placard, malheureusement. Elle avait une équipe qui l'accompagnait, Ariel, les musclés, tout ça, franchement, c'était fandard. Ils te passaient des dessins animés, mon seigneur. Même encore aujourd'hui, tu peux les regarder parce que c'est des dessins animés qui avaient une âme, qui avaient un fond, qui avaient une vraie histoire. Tu rigolais, limite tu pleurais, c'était la vie quoi. Il y avait de l'amour, il y avait de la haine, mais tout ça adapté en dessin animé, forcément c'était aux trois quarts, voire même plus, que du dessin animé japonais. De toute façon, les japonais, c'est les rois. Voilà, le manga, ça vient du Japon, tu vois, c'est pas pour rien. Diffusé par le Club Dorothée, t'avais forcément la mythique série. Et c'est pareil, tout le monde connaît Dragon Ball. Ensuite, on a eu Dragon Ball Z. Voilà, et ça, c'était diffusé par le Club Dorothée, tu vois. Et ça, DBZ, c'était une tuerie. Après, ça a commencé à devenir un peu... Ça devient ridicule, les mecs, ils ont les cheveux violets, tout ça. C'est des punks, c'est devenu des punks. Alors moi, j'ai plus suivi. Il y avait une série de fous aussi qui était proposée par le Club Dorothée, c'était Nicky Larson. Alors là, Nicky Larson, mon pote, a se pisser dessus, mais carrément. Et tu regardais ça, t'avais des crampes d'estomac. À un moment donné, tu suffoquais. T'étais obligé de regarder cette série-là, t'étais obligé d'avoir un masque... respiratoire à côté de toi, sinon tu finissais en PLS tout bleu, avec le mammouth là, tout ça. Mais les méchants, ils avaient des voix, mon pote, les doubleurs, je sais pas ce qu'ils prenaient avant d'aller faire les doublages. Ouh, il est méchant, ah, je peux pas le faire, c'est ridicule si je le fais. Va regarder, tu comprendras. Il en perd sa bouboute, le mammouth. C'est écœurant. Et puis pour terminer, côté dessin animé, alors là c'était pas diffusé par le Club Dorothée, je sais plus sur quelle chaîne ça passait, mais t'as pas pu louper ça. Même Netflix, je crois qu'ils l'ont remis en ligne il y a pas très longtemps. Ils ont remis l'intégralité de Batman, The Animated Series. Incroyable les mecs, je peux même pas te dire, il y a même pas de mots. Elle a commencé à être diffusée chez nous en 1992, les doublages étaient magnifiques, le doublage de Batman. Qui faisait le doublage de Batman? Doublage de Batman dans The Animated Series. Bon bref, encore une information que j'ai pas réussi à trouver. Si tu sais, tu me le mettras en commentaire. Qui faisait le doublage de Bruce Wayne? Donc avant de passer à la dernière partie de la vidéo, merci à vous si vous êtes encore présents sur la vidéo. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci aux futurs abonnés. Bienvenue à ceux qui connaissent pas la chaîne forcément. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est vrai que c'est important. Pour cette quatrième partie, on va parler quand même, et oui, parce que dans les années 90, on était des minots et on est forcément passé par la case jeux vidéo. Alors moi j'ai jamais été un grand fan des jeux vidéo, même si j'ai quand même passé quelques heures sur les consoles et tout, mais c'était pas trop mon délire. Quand j'étais gamin, moi c'était les petits jouets, puis dès que j'ai commencé à être adolescent, bah, c'était traîner avec les potes, et puis là c'était fini, tu me voyais plus. Donc je passais pas mon temps derrière les écrans, mais il y a quand même des choses qui m'ont marqué pendant cette période des années 90. Donc niveau console, on est tous passés dessus, il s'agit de la Super Nintendo qui est sortie en 1990. Je me souviens avoir joué à True Lies, pareil ce film là, j'aurais pu le mettre aussi dans mon top 3 des films, parce que True Lies avec Arnold Schwarzenegger, c'est pareil, c'est une tuerie. Puis moi j'étais accro à ce jeu vidéo là sur Super Nintendo, je trouvais ça vraiment fandard. T'avais toutes tes armes, tout ça, des ennemis de partout, et puis en plus t'avais les cheat codes, donc même si t'étais un mauvais joueur comme moi, tu pouvais quand même avancer dans le jeu. Fin des années 90, en 1997 plus précisément, est sorti la Nintendo 64. Les deux seuls jeux que je garderais, en tout premier, ce serait l'excellent GoldenEye. Alors ce jeu, mon pote, j'y ai joué énormément de temps, tu vois quand même. Tout à l'heure je te disais que non, mais je me souviens, voilà, maintenant ça me revient, j'ai quand même passé pas mal de temps sur GoldenEye, et notamment avec le frangin et les potes. On jouait à 4 sur le même écran, on passait des fois des après-midi, des samedis après-midi quasiment entiers à jouer à ce jeu-là. On rigolait comme pas permis, parce que t'avais des cheat codes, tu pouvais voilà, gonfler la tête du personnage, t'avais le Golden PP7, je crois que ça s'appelait, une balle à mort, là, le one shot, one kill. Et en plus, tu vois, encore une fois, c'était des jeux vidéo, mais on n'était pas à l'époque du réseau. Ça voulait dire quand on voulait jouer en multijoueur, bon, on se rejoignait chez quelqu'un, tu vois. Il y avait une autre atmosphère que de jouer en réseau, tu vois. Tu parles à un gars, t'as jamais vu sa tronche, tu vois, il n'y a pas vraiment de partage, il n'y a pas d'échange. Et le deuxième jeu, ce serait Super Mario 64, je crois qu'il s'appelait comme ça. Et forcément, si je ne cite pas cette console-là, je vais me faire insulter. Les mecs, ils vont venir devant chez moi, ils vont me jeter des vieilles patates et des vieux fruits dans la tronche. Il s'agit de la mythique PlayStation 1, fabriquée par nos amis japonais de chez Sony, sortie en 1995. Quel jeu je pourrais te citer sur la PlayStation 1 auquel moi j'ai joué? Gran Turismo, excellent mais hyper dur. Metal Gear Solid, excellent mais super dur. À part l'intro, je faisais rien dans ce jeu-là. Et puis, juste pour faire plaisir à certains, Final Fantasy VII. Je sais que ça va faire plaisir aux frangins d'ailleurs, petite dédicace. Et par contre, il y a un jeu que j'ai énormément joué sur PlayStation,
Je sais plus s'il est sorti sur PlayStation 1 ou sur PlayStation 2, mais je crois que c'est la PlayStation 2. Il s'agit de Die Hard Trilogy. Yippee-ki-yay, pauvre con. Yippee-ki-yay, pauvre con. Donc voilà les brothers and sisters, la vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Côté nostalgique, tout ça, c'est toujours sympa. On se revoit bientôt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao les bros.